Élise avait toujours cru que le véritable amour se mesurait à la tranquillité des jours, à ces gestes discrets qui font la solidité d'un couple, à cette confiance muette qu'on dépose dans les mains de celui qu'on aime. Pendant 9 ans, elle avait bâti sa vie autour de Thomas, cet homme au regard clair et au sourire facile qu'elle avait rencontré un soir d'hiver lors d'un dîner entre amis. À l'époque, il travaillait déjà dans cette grande entreprise d'architecture où les hommes s'habillaient comme s'ils allaient conquérir le monde chaque matin. Thomas avait ce charisme qui attirait les regards, cette manière de parler qui donnait l'impression qu'il contrôlait tout même le temps. Élise, elle, était plus discrète, plus intérieure. Elle aimait son métier de graphiste, son petit atelier lumineux, ses plantes vertes et les livres empilés sur la table basse. Ensemble, ils formaient ce couple équilibré que tout le monde enviait sans vraiment les connaître. Et pourtant, c'est dans cette apparente stabilité que le mensonge avait commencé à creuser son nid. Ce soir-là, tout avait l'air normal. Thomas était rentré tard, comme souvent, un peu fatigué, un peu distrait. Il avait embrassé Élise du bout des lèvres avant de filer sous la douche, laissant son téléphone sur la table, écran allumé. Elle n'avait jamais eu pour habitude d'y toucher. Mais quelque chose, ce soir-là, une intuition subtile, la poussa à jeter un œil. Une notification venait d'apparaître. Groupe bureau, vidéo partagée par Max. Le nom ne lui disait rien. Elle cliqua presque machinalement, et ce qu'elle vit la laissa immobile, le cœur suspendu. La vidéo montrait Thomas, son mari, attablé avec 4 de ses collègues dans ce bar moderne qu'elle reconnaissait aussitôt. Il riait, un rire qu'elle ne lui connaissait pas, un rire haut, vulgaire, presque méchant. Devant lui, sur l'écran du téléphone d'un collègue, une photo d'elle. Une photo qu'il avait prise un matin, sans qu'elle s'en doute, alors qu'elle faisait la vaisselle en chemise de nuit, les cheveux défaits. Et la vidéo montrait Thomas imitant sa voix, se moquant de ses manies, de ses silences, de sa façon de lui demander « Comment s'est passée ta journée ?» Les autres riaient aux éclats. L'un lançait « Tu vis avec une grand-mère, frère ?» Et Thomas répondait « Hilar. Ouais, une vieille âme coincée dans un corps qui se prend pour une artiste. » Puis, le rire, encore, ce bruit déchirant, celui qui tue plus sûrement que les mots. Élise sentit quelque chose se briser, une ligne invisible entre ce qu'elle croyait vrai et ce qu'elle découvrait. La vidéo dura 40 secondes. 40 secondes pour détruire 9 ans d'amour. Elle la visionna encore, une fois, puis une autre, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Son regard devint fixe, sa respiration courte, pas de cris, pas de larmes, juste ce froid soudain qui s'installa dans sa poitrine. Quand Thomas sortit de la douche, elle posa simplement le téléphone devant lui, sans un mot. Il comprit immédiatement. Son visage se figea, puis il tenta un sourire nerveux, chercha des mots. C'était une blague, Élise. Tu sais bien qu'au bureau, on se taquine. Mais elle ne répondit pas. Son silence valait toutes les tempêtes. Les jours qui suivirent ne furent pas faits de cris, ni de disputes, mais d'un silence glacial qui recouvrit l'appartement comme un linceul. Thomas essayait de parler, de plaisanter, de faire comme si tout cela n'était qu'un malentendu de bureau, une simple maladresse amplifiée par le stress du travail. Mais Élise ne répondait plus. Elle continuait à vivre là, avec lui, dans cet espace devenu étranger, exécutant les mêmes gestes mécaniques, préparant le café, rangeant les dossiers, se levant avant lui pour éviter de le croiser trop longtemps. Ce n'était plus de la colère, c'était quelque chose de plus profond, une distance définitive. Elle observait son mari avec une froide lucidité, comme on observe un inconnu qu'on a trop longtemps cru connaître. Et plus elle le regardait, plus elle comprenait à quel point elle s'était trompée. Derrière son assurance se cachait une lâcheté immense, un besoin constant d'être admiré, validé, applaudi. Il n'aimait pas vraiment. Il collectionnait les reflets flatteurs de lui-même dans le regard des autres. Alors Élise décida qu'elle ne pleurerait pas. Elle décida qu'elle allait se taire et préparer lentement la seule chose que Thomas ne verrait pas venir. Une vengeance propre, intelligente, indolore du moins en apparence. Tout commença par des détails. Elle s'intéressa à ses affaires professionnelles, à ses projets en cours, à ses réunions,
ses clients. Sous couvert de vouloir comprendre son monde, elle lui demanda de lui montrer les présentations qu'il préparait, les maquettes, les plans. Thomas, soulagé de la voir plus douce, pensa qu'elle pardonnait, qu'elle revenait à lui. Il se trompait lourdement. Élise notait tout, les failles, les retards, les incohérences. Elle sut qu'il préparait une présentation décisive pour obtenir une promotion à un concours d'architecture interne avec un projet confidentiel nommé l'UMA. Elle sut aussi que son supérieur hiérarchique, un certain Gauthier, était exigeant et inflexible. Alors, elle fit ce qu'elle savait faire de mieux, observer, apprendre, imiter. La nuit, pendant qu'il dormait, elle copiait ses fichiers, ajustait les images, corrigeait les erreurs de proportion que lui-même n'avait pas remarquées. Elle savait que, si elle faisait tout tomber d'un coup, il se défendrait. Elle préféra préparer le terrain pour qu'il tombe tout seul. Pendant ce temps, au bureau, Thomas se vantait d'avoir une femme trop gentille, un peu naïve, mais mignonne. Il ne se doutait pas qu'Élise lisait ses mails, ses messages, ses blagues envoyées à Max et aux autres. Elle vit qu'il parlait d'elle souvent, la réduisant à des caricatures humiliantes. Madame parle aux plantes. Madame pense que l'art guérit tout. Madame est son monde parfait. Chaque ligne était une aiguille dans sa peau, mais elle ne broncha pas. Au contraire, elle se mit à sourire davantage, à lui parler d'amour, à lui demander des détails sur son projet, comme une épouse dévouée. Mais dans son esprit, tout était calculé. Elle créa un dossier anonyme sur le cloud, contenant des fichiers altérés du projet Luma, juste assez pour provoquer un désastre technique. Elle attendit le bon moment, celui où Thomas serait en pleine présentation devant le comité. Ce jour-là, elle lui envoya un message banal. « Je t'aime. Bonne chance », il répondit d'un simple emoji. L'après-midi, elle reçut une notification sur son téléphone. Échec du rendu final. Erreur de fichier corrompu. Elle sut que le chaos venait de commencer. Dans la salle de réunion, Thomas perdit pied. Ses images ne s'affichaient plus. Ses plans étaient distordus, ses fichiers illisibles. Le jury resta de marbre. Gauthier, son supérieur, le foudroya du regard. On lui demanda de s'expliquer, mais il n'avait pas de mots. Et Élise, assise dans son atelier, regardait la pluie tomber avec une lenteur presque poétique. Ce n'était pas de la joie, ni même du triomphe. C'était une forme d'équilibre retrouvée. Le soir, Thomas rentra, blême, nerveux. « C'est la catastrophe, dit-il. Je crois que j'ai tout perdu. » Elle le regarda sans répondre, puis se leva pour poser une main sur son épaule. « Tu es fort, tu te relèveras, » murmura-t-elle. Ce soir-là, elle lui fit à dîner. Il crut que le calme revenait. Il ignorait que ce n'était que la première fissure de son empire. Les semaines suivantes, Thomas tenta de sauver ce qu'il pouvait. Il passa des nuits entières à retravailler son projet, à trouver des excuses, à accuser les bugs, le matériel, le hasard. Mais rien n'y fit. L'entreprise avait perdu confiance. Gauthier, d'abord discret, finit par le convoquer. Il lui reprocha un manque de rigueur, de professionnalisme, de sérieux. Thomas sortit du bureau pâle, les traits tirés. Il venait de comprendre qu'il n'était plus l'homme en ascension qu'il croyait être. Élise, elle, le voyait s'enfoncer lentement dans le doute, et chaque jour, elle jouait sa partition à la perfection. Elle se montrait douce, patiente, attentive. Elle posait des questions sur ses journées, lui servait le café, déposait un baiser sur sa joue le matin. Et plus elle se montrait aimante, plus il se sentait coupable, plus il pensait qu'elle avait oublié. C'était là tout le raffinement de sa vengeance, le faire vivre dans le confort de l'illusion, pendant qu'elle tirait doucement les fils de sa ruine. Un soir, alors qu'il dînait avec quelques collègues dans un restaurant, elle reçut un appel anonyme, une voix féminine, hésitante, puis gênée. « Je suis désolée de vous déranger. Je travaille avec votre mari. Je pensais que vous deviez savoir. Il montre encore des photos de vous, des captures d'écran, des vidéos. » Élise ne dit rien. Elle remercia la voix, raccrocha et resta immobile plusieurs minutes. Alors il recommençait. « Même après la vidéo, même après la honte,
Une part d'elle fut tentée de tout abandonner, de partir sans se retourner. Mais non, il fallait qu'il comprenne vraiment. Le lendemain, elle prit un rendez-vous avec un ami de longue date, Julien, photographe et spécialiste en communication digitale. Ensemble, ils mirent en place une idée. Élise lui demanda de récupérer discrètement la fameuse vidéo du groupe de Thomas, celle où il se moquait d'elle, et de la retravailler. Julien ajouta des sous-titres, un léger ralenti, un encadrement qui donnait à la scène un air de confession filmée. Puis, Élise créa un profil anonyme sur un forum professionnel fréquenté par les employés de l'entreprise de Thomas et y posta la vidéo avec un message simple. Voilà comment certains cadres parlent de leurs femmes. Voilà ce qu'ils appellent le respect. En moins de 2 heures, la vidéo fut reprise, partagée, commentée. L'image de Thomas, riant bruyamment en imitant sa femme, fit le tour du réseau interne, puis des messageries privées. Le lendemain matin, le bureau était en ébullition. Personne ne disait rien, mais les regards parlaient, les sourires étouffés, les chuchotements dans le couloir. Thomas sentit le malaise dès qu'il franchit la porte. On l'évitait. Son supérieur refusa de le recevoir. Le service communication envoya un mail officiel rappelant la charte de respect et de dignité au travail. Il comprit immédiatement. En quelques heures, il devint un paria, un sujet de moquerie à son tour. Lui, le séducteur, le charismatique, n'était plus qu'un homme ridicule, exposé, humilié.